Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Franck. Je m'appelle Stéphane. Sylvette. Julien. Paul. Bonjour, Franck, j'ai 27 ans et voilà, à l'hôpital pour un certain moment, en espérant me soigner et mieux repartir après. Merci. Je m'appelle Stéphane. 51. Disons que j'essaie de m'adapter à l'entourage qui m'entoure. Et surtout, c'est quand il faut être sur la même longueur d'onde qu'avec son voisin pour se sentir mieux dans sa peau, quoi. Parce que il y a des fois, on pense à faire quelque chose et finalement, on fait autre chose. Et la décision qu'on a prise au départ, elle est plus d'actualité et c'est emmerdant, quoi. C'est pas évident parce que chacun tient midi à sa porte. Alors, voilà, quoi. Oui, on est ici pour se reconstruire parce que l'hôpital, c'est pas quelque chose c'est un passage de notre vie qui peut être important et tout sur le moment parce que psychiquement on peut avoir des difficultés et pour moi c'est pas une honte d'être passé par l'hôpital. C'est ce qui fait plutôt ma force aujourd'hui. Et voilà, pour raconter un peu mon parcours, j'ai connu la psychiatrie à mes 20 ans. Là, j'en ai 27. Et j'ai pas eu le même discours maintenant que quand j'avais 20 ans. C'est-à-dire que quand j'avais 20 ans, j'avais beaucoup de mal avec les traitements, avec la maladie. J'étais pas en lien avec les soignants. Et là, avec le temps, là, j'ai 27 ans et mon discours s'est un peu adouci. Et du coup, je suis plus dans une démarche de soins personnellement et aussi avec les soignants, c'est-à-dire une relation de confiance. Et il faut apprendre à faire avec. Et voilà, la maladie, c'est quelque chose qui peut être très dur. Ça peut être très dur, mais il faut savoir, comme j'ai dit ce matin, on a fait une activité concernant la maladie et il faut savoir la dompter en fait. La maladie, il faut savoir la dompter et vivre avec. Parce que faut pas que ça soit la maladie qui nous contrôle, mais ce soit plutôt nous qui contrôlons la maladie. Et même s'il faut faire une fusion avec et vivre avec et elle peut avoir beaucoup de choses positives à nous apprendre. Parce que pour moi, ce que j'ai personnellement, c'est la schizophrénie. Et moi, je peux dire ça comment c'est en fait la dopamine qui est dans notre cerveau qui est vraiment plus active que la normale. C'est-à-dire que les informations arrivent en continu. Et ça fait que dans notre tête, on est débordé. Et on est débordé, c'est pour ça qu'après on fait des crises, des rechutes et qu'on préfère se replier sur soi-même. Et voilà, le traitement, ça aide à réguler tout ça. Et voilà, je suis un peu la preuve vivante qu'on peut s'en sortir avec parce que j'ai réussi à travailler malgré cet obstacle qui aujourd'hui ne l'est plus. Sylvette. Moi, je trouve que tout le monde ne comprend pas l'hôpital. Les hôpitaux, tout le monde ne comprend pas les hôpitaux. Ma famille n'aime pas du tout les hôpitaux, ils m'ont dit on ne verra jamais tout. Ils n'aiment pas les hôpitaux dans ma famille. Mon frère n'a jamais été malade, mon père n'a jamais été malade, ma mère non plus. Et ils ne me comprennent pas ce que je fais ici. Je suis à l'hôpital marchand, ils m'ont dit on ne verra jamais tout. Voilà ce que m'a dit ma famille. Quand on n'est jamais malade, on ne peut pas comprendre les gens malades. Bon, je voulais vous dire ça. La famille, c'est un sujet important aussi. Parce que c'est vrai que Sylvette a raison, parce que ça peut créer une déchirure en fait, parce que quand on tombe malade, parce que la famille ne comprend pas forcément ce qui nous arrive, et du coup se tourne vers les hôpitaux.
Et après, on en a sûrement peut-être besoin. C'est pour ça qu'ils réagissent comme ça. Mais pour ma part, c'est je sais pas comment expliquer. Il y a quelqu'un de ma famille qui est parti. Et en fait, j'aurais bien voulu que j'ai de la famille qui vienne me voir et tout, ou qui m'appelle pour me rassurer. Et en fait, c'est une période assez difficile parce que je me retrouve assez tout seul et je dois endurer. Après, moi, je suis croyant, donc pour moi, c'est une épreuve que j'ai et j'essaie de la surmonter du mieux que je peux. Mais c'est très difficile parce qu'en ce moment, je suis dans ma chambre, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais boire? Est-ce que je vais fumer? Est-ce que je relève la tête et je relève la tête et je fonce? Et voilà. Et là, ce qui revient le plus, c'est je me dis je garde la foi et je relève la tête et c'est comme ça parce que quand j'aurai 35-40 ans, si je vis jusque-là, et ben je serai fier de moi de me dire ben voilà, j'ai été à l'hôpital, c'était un dur moment, mais j'ai su rebrousser les manches et arriver à mes fins en fait. Au lieu de tomber dans la facilité et tout, c'est plutôt agir comme un lâche de tomber dans l'alcool, la fume que d'affronter la vie telle qu'elle est, la réalité surtout comme elle est. Après, je dirais que la famille, ça dépend des personnes. Que pour certaines personnes, effectivement, ça va aider dans la guérison, mais que pour d'autres personnes, on a besoin que la famille ne soit pas là. Personnellement, j'étais dans le même cas, il y a plus de 10 ans de ça maintenant, ça fait 11 ans. J'étais en internement et au début, ma famille est venue me voir. Ils comprenaient pas particulièrement, mais ils ont fait l'effort de venir. Et c'est moi qui ai demandé au personnel soignant de leur interdire l'accès de la clinique parce que je me rendais compte qu'ils m'empêchaient d'avancer. Moi, dans mon cas, moi. Ça peut arriver. C'est dans mon cas aussi. Pour ma part, moi, toute ma jeunesse, j'ai été dans un cocon en fait. J'étais dans un cocon où j'étais surprotégé. Et c'est pour ça que le jour où je me suis retrouvé un peu adulte, 19-20 ans, j'ai plein de choses, toute la vie et toute la réalité de la vie, elle m'est arrivée en pleine figure. Et ça a été dur de faire face à ça. Mais voilà, je le regrette pas parce que voilà, on est quand même né, même si on sort du ventre de notre mère, on est seul et je me dis on meurt seul au final. Ce que je me dis, mais par rapport à la famille, je pense aussi ils veulent prendre du retrait parce que justement ils en sont conscients de ça et il faut qu'ils veulent me faire passer un message comme quoi il faut que j'avance tout seul parce que une personne de ma famille m'a dit qu'il fallait compter que sur moi-même et c'est une réalité qui est dure à accepter mais qui est vraie, qui est vraiment vraie. Et faut le prendre, la phrase, faut la prendre telle qu'elle est et il faut avancer quoi qu'il arrive. C'est pareil, mais c'est très difficile dans cet hôpital de se faire avec tout le monde. Il y a le trafic de fumettes. Et j'ai dit à la sécurité, il me dit c'est le problème du personnel soignant. Mais le personnel soignant n'est pas toujours dans le parc. C'est pour ça qu'il y a des problèmes, de graves problèmes dans l'hôpital. Je me bats tous les jours contre la fume, mais ça, c'est une bataille qui vaut le coup d'être menée et faire sens. Et c'est beaucoup mieux parce que ça, à part les problèmes, ça sert à rien. Bah, déjà que moi j'ai une fragilité, je peux pas me permettre de me plaindre, de fumer et de me plaindre parce que ça sert strictement à rien. Donc j'essaie de mettre ça loin de moi et voilà. En plus, ce que je me dis, c'est que voilà, il y a le traitement. Moi, je prends du Risperdal et en fait, ça va pas du tout avec la fume. Donc pour moi, ce serait une insulte aux chercheurs qui ont travaillé dur pour le créer, le médicament que j'ai, du coup voilà, ce serait une insulte à eux de plonger dans des trucs comme ça alors que à la base c'est pour me soigner que je suis là. Voilà. J'ai le Risperdal en cachet. En cachet.
Moi j'ai de la mifeprazone, de la passe, de la bifeuille. Et je supporte le médicament. J'ai fait tentative de suicide, moi. Et je supporte. Parce que j'étais suivi par un SATP pour Saint-Sauveur, moi. Il me donnait des médicaments dans des enveloppes comme ça. Et il ne manquait pas le matin, le midi et le soir. Et moi j'ai pris ça comme des bonbons, puis je me suis trouvé en réanimation. C'est grave. C'est vrai, c'est grave. C'est des moments où on sent qu'on peut plus rien faire et on fait ça. Mais c'est très très dur, mais faut s'accrocher à ce qu'on a le plus cher sur cette terre. Et il faut se battre pour nos proches, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui malgré qu'on les voit pas, et ils pensent à nous. Et il faut surtout se battre pour eux parce que puisque faire un truc comme ça, ce serait donner raison au mal en fait, au mal qu'il y a sur cette terre, alors que c'est pas comme ça qu'on doit voir les choses. Faut se battre tous les jours, même si il y a des défaites. Il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de faire et on le fait pas dans la journée. Ben c'est comme ça qu'il faut agir tous les jours parce qu'à la fin de la journée, on se dit que c'est une victoire. Julien, moi c'est par rapport à la fume, je pense que les traitements qu'on nous donne, certes nous stabilisent, mais d'une autre part en fait ils font que ça nous coupe les émotions. Et en fait dans la fume on retrouve, on arrive à ressentir plus de choses quand on fume. Et c'est ça qui entraîne une spirale infernale parce que plus on fume, plus on devient parano. Mais et après ça devient une habitude et on n'arrive pas à en décrocher. Pour ma part, ça fait 1 mois que je suis sorti. J'ai pas été trop confronté à ça, mais je ressens de plus en plus le besoin de ressentir des choses en fait. Et je me dis qu'avec le temps ça va revenir, mais à chaque fois c'est la même chose. J'arrive pas à que ça revienne et du coup je me remets à fumer. Et c'est un moyen, c'est un échappatoire quoi en fait. Et du coup quand on fume après ça redevient cyclique et au bout d'un moment je refais une crise maniaque et c'est comme ça que ça repart. Par rapport à la fume, t'as grave raison Julien, parce que c'est vrai qu'on peut retrouver des émotions. Ce que les médicaments nous coupent un peu, mais faut essayer de faire ça parce que même si ça coupe un peu les émotions, c'est sur le long terme, pour moi c'est du bénéfice. Au lieu de, il y en a qui arrivent qui font une hospitalisation. Et qu'ils arrivent à faire mentir la psychiatrie, qu'ils arrêtent les traitements et toute leur vie ils sont bien. Mais il y a certains cas comme le mien où à force des rechutes, arrêt de traitement, je finis toujours à l'hôpital quand je l'arrête et je me dis au final je vais devoir vivre avec et même si c'est dur, ça fait 7 ans maintenant que je connais les hôpitaux. J'ai quand même rencontré des personnes extraordinaires. Et le truc le plus bénéfique que j'ai eu dans l'hôpital, c'est de voir des personnes qui sont dans le même cas que moi et qu'on arrivait à s'amuser ensemble en fait. Et c'est même si on avait des médicaments. Par rapport à la maladie, je pense que on est avec la maladie. En fait, on est habitué à avoir beaucoup d'émotions dès le plus jeune âge. Je sais que je ressentais beaucoup de choses et en fait c'est pour ça qu'on a tendance à se mettre dans son cocon parce que on a beaucoup d'empathie par rapport aux autres et pour en revenir aux produits dopants, à la drogue, une fois qu'on a les traitements établi et qu'on nous diagnostique malade à vie parce que c'est comme ça qu'on nous diagnostique pour la plupart du temps. Enfin, on nous dit pas forcément ça, mais on nous dit que on aura des traitements à vie. Donc c'est un peu la même chose.
Après, il faut arriver à retrouver les émotions. Ben, moi, je sais que j'ai la nostalgie des émotions du plus jeune âge, quoi. Quand je partais de chez mes grands-parents le dimanche soir et que je devais rentrer chez moi après un bon week-end, je sentais la nostalgie déjà arriver et quand on n'a plus toutes ces émotions, ben, que ce soit de pleurer ou d'être heureux, ben, c'est difficile à vivre parce que c'est comme si on nous coupait l'herbe sous le pied et en fait on a tendance à être attiré par tout ce qui est drogue. Voilà, donc pour compenser ces états. Et puis aussi, moi personnellement, la première fois que j'ai fait un accès maniaque, je me suis senti tellement bien que on recherche des produits qui nous remettent dans le même état par la suite. Et puis moi j'ai eu des problèmes avec la cocaïne, ça a duré 3 ans et j'ai eu du mal à m'en sortir, mais il n'empêche que quand j'en prenais, c'était le seul moment où j'étais capable d'écrire mes textes de rap et que je pouvais me concentrer sur un objectif. Alors en en parlant à mon addictologue, elle m'a dit que j'étais peut-être atteint de troubles de l'attention, parce que ça se traite par des amphétamines. Donc ça en revient à nous donner encore plus de médicaments pour qu'on soit dans un état où on ressent des choses, où on se concentre sur les choses, où on arrive à saisir l'instant, parce que moi la plupart du temps, c'est l'instant que j'arrive pas à saisir tellement je suis perturbé par toutes les données que je reçois. Paul, alors voilà, au sujet de voir un docteur après l'hospitalisation, moi c'est au bout de la je ne sais quelle hospitalisation, enfin j'avais déjà été hospitalisé au moins une fois, et c'est en voulant suivre une formation professionnelle et en répondant à un questionnaire de santé dans une formation professionnelle que j'ai pris contact avec le CMP de mon entourage. Cette formation, bon, elle était sympa mais contraignante. Et c'est à partir de ce moment-là, donc c'était en 2009, et la psychiatrie, ça a commencé en 2003. Donc voilà, quelques années après, en voulant suivre une formation qui m'a été refilée, qui n'était pas top d'ailleurs, j'ai commencé à être suivi par un psychiatre, parce qu'avant j'avais arrêté les traitements, plus ou moins mal pris, et leurs traitements, des fois, quand ils partent en vrille, on est largement plus fou. Quand ils nous donnent le mauvais traitement ou le générique qui passe mal, là, il y a vraiment plus de quoi péter des plombs que bien des choses, et j'en avais déjà vécu, mais alors, voilà. Donc ça fait donc que depuis 2009 que je suis suivi par un centre médico-post-cure, où je dois aller au rendez-vous régulièrement, et les 2 dernières hospitalisations, c'est à la suite d'un rendez-vous comme ça. Voilà, faut maîtriser son langage. Quand on voit des comportements en bagnole où les gens se foutent royalement du monde, ou des manifestations où les gens font n'importe quoi, et nous, si on a le malheur de parler un peu fort, un peu en face, les pouvoirs publics ont largement les moyens de nous faire taire, même si on prend pas de drogue, même si on n'est pas machin. Il y a un petit côté dictature chez ces gens en blanc, en plus de leur salaire, de leurs mœurs légères, de leur équipe plus ou moins bon. Voilà, c'est un 4e pouvoir, c'est une excroissance, puisque la liberté, l'égalité, la fraternité, l'exécutif, le législatif et le judiciaire étant en bout de course, on a trouvé un nouveau truc, c'est le coussin. La technique, on rajoute un S à un cousin, et puis on vous étouffe bien, et j'ai connu le stabilisateur d'humeur, et effectivement la vie, c'est rien du tout. Alors ça laisse des souvenirs au final pas trop désagréables, hein. Le mal qu'on nous a fait en général, on le laisse aux autres, hein, ça leur est cadeau. Mais par contre, c'est vrai que la première fois où on arrête le dépacote, par exemple, on a l'impression de revivre, on pleure de joie parce que ce produit est hideux. Pour moi, c'est un des pires trucs que j'ai jamais pris. Ça vous met les traitements en grippe, mais en même temps, vous relativisez avec ce dépacote à vous dire que les traitements, ils vous ont bien poussé aussi par moment.
pris ou non la drogue ou non, puisque c'est vrai que tirer sur un pétard, moi ça me réussit pas du tout. Et je n'ai arrêté ça il y a que 4 ans. Malheureusement, hein, c'est un révélateur de fragilité et donc si on arrête, on a l'impression qu'on va avoir trop mal et on continue et on va avoir trop mal parce qu'il faudra arrêter ou ça va casser un moment. Donc c'est le piège et c'est vrai que c'est ça, hein, c'est les blancs contre les noirs, c'est le jeu d'échecs, c'est l'institution qui vous tue à petit feu contre le crime organisé qui veut nous tuer à petit feu aussi, puisque la drogue, ça devrait pas être vendu à n'importe qui, et puis la médecine, ça devrait peut-être pas être confié à n'importe qui non plus. Enfin, c'est encore work in progress, hein, puisque on voit bien que bon, les hôpitaux avant c'était tenu par des religieux. Alors en 1905, tout ça, la société en pleine mutation, on est une sorte de pionnier dans notre société. Donc on a notre petite lanterne, notre petit grain de folie, et puis on creuse et on avance. Sur ce, j'ai fini. Alors là, je vais poser un petit freestyle, parce que je me présente. Anciennement, c'était Franck OBS. OBS pour observateur et un peu obscur. Et voilà, et j'ai un autre prénom qui c'est Farid. Et du coup, c'est mon blast de rap, c'est un peu pareil, c'est FRD, du Farid, FRD, voilà. Et je vais poser un petit freestyle. Né pour faire honneur à mon père et ma mère, j'ai besoin de rien, si ce n'est que la santé et le bonheur. Je pense à me réveiller de bonne heure pour faire la prière de l'aube. Y'a qu'au créateur que j'obéis, je tombais dedans comme Obélix. Le buzz m'en pète un rein, mais pas les narines. En Hesse, j'ai songé à te bibi de la farine. Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.